Si tu es tombé sur cette vidéo en premier, sache qu'il s'agit de la partie 2. Je t'ai mis le lien de la partie 1 en description et en commentaire épinglé. C'est à ce moment que Guy, reconnaissant la puissance de Dagruel, l'invita à rejoindre le conseil des rois démons, consolidant son statut parmi l'élite. Dagruel, malgré son absence de compétences ultimes, est une force brute d'une rare intensité, capable de rivaliser avec Veldora, le dragon des ouragans, l'un des 4 véritables dragons. Leur rivalité, qui s'étend sur des éons, est légendaire, et le fait que Dagruel puisse tenir tête à un vrai dragon sans compétences magiques témoigne de sa puissance physique écrasante. Son arme principale est le haki de l'armement, une aura positive pure qui recouvre son corps, neutralisant et saturant toute magie dirigée contre lui. Même le sortilège dévastateur bannissement du néant, utilisé par la primordiale violette Ultima, est inefficace face à cette capacité qui annule la magie avec une facilité déconcertante. Avec une valeur d'existence d'environ 8 millions, Dagruel peut sembler en retrait par rapport à des titans comme Guy ou Milim, mais sa maîtrise de l'arrêt du temps le rend redoutable. Cette capacité, qui nécessite une compréhension des particules d'information, lui aurait permis de vaincre Limul lui-même avant que ce dernier n'atteigne son statut d'entité virtuelle dans le volume 19. Dans le volume 18, la libération de Fen de la Tour du Ciel marque un tournant dramatique pour Dagruel. Sous l'influence de son frère, un interrupteur s'enclenche en lui, laissant ses instincts primaires prendre le dessus. Dagruel abandonne le conseil des rois démons pour rejoindre l'ange primordial Feldway, qui cherche à ressusciter Veldanava. Animé par un désir de devenir le tueur de dieux, un rôle qui ne peut être accompli qu'une fois Veldanava ressuscité, Dagruel se lance dans une bataille féroce contre Shion et Luminus. Sa puissance est telle qu'il tue Shion à répétition des centaines de fois avec une aisance terrifiante grâce à son arrêt du temps. Pour contrer cette menace, Veldora est appelée à la rescousse, ravivant leur rivalité éternelle. Si, par le passé, les deux étaient à égalité, l'éveil de la compétence ultime fausse par Veldora pourrait lui donner l'avantage, lui permettant de triompher dans un éclat digne d'un Kamehameha cosmique. Je vais laisser cet affrontement pour une autre vidéo. Les 5e et 6e membres du Conseil des Rois Démons sont Luminus Valentin et Roi Valentin, deux figures intimement liées à une histoire vieille de plus de 8000 ans. Tout commence avec Twilight Valentine, le premier ancêtre, un être quasi mythique qui créa les humains, les demi-humains, les vampires et plusieurs autres races. Véritable incarnation du trope du savant fou, Twilight considérait Luminus comme son chef-d'œuvre. Cependant, Luminus, dans un acte de rébellion et d'affirmation de sa liberté, tua son créateur, démontrant ainsi sa puissance et prenant le contrôle des vampires. Cet acte ne fut pas seulement un meurtre, mais une déclaration d'indépendance marquant le début de son règne. Peu après, elle affronta un autre vampire, Valentin, qui menaçait l'unité de son peuple. Après l'avoir vaincu, Luminus scinda son essence en 2 entités, Roi et Louis, qui devinrent ses subordonnés dévoués, la vénérant comme une divinité. Des millénaires plus tard, Luminus fonda la capitale Night Rose, un havre pour les vampires et leurs sujets humains, où elle veillait à maintenir le bonheur de la population. Car, comme tout vampire le sait, un humain heureux est bien plus savoureux. Cependant, cette harmonie fut brisée lorsque Veldora, dans un élan de destruction, ravagea Night Rose, heureusement. Une intervention providentielle de Chronoa, la héroïne, voyageant dans le temps, avertit Luminus juste avant la catastrophe, évitant un massacre. Pour clarifier, la Chronoa vue dans l'épisode 8 de la saison 3, emprisonnée dans le sous-sol de Luminus, est en réalité une version complexe de la héroïne. Il s'agit de la conscience future de Hinata, envoyée 2000 ans dans le passé aux côtés de la jeune Chloé, qui a grandi et s'est retrouvée piégée dans des boucles temporelles répétées des milliers de fois, jusqu'à ce que Limul les aide à briser ce cycle. Cette intrigue, d'une complexité fascinante, mérite une explication à part entière, et c'est pour cela que j'ai réalisé une vidéo complète sur le sujet pour votre bonheur. Alors, vous savez quoi faire après avoir fini de regarder cette vidéo. Mais, dans la timeline actuelle, Luminus forge une amitié profonde avec les âmes de Chloé et Hinata, toutes deux résidant dans le corps de Chloé,
Après la destruction de Night Rose, Luminus fonda l'Empire sacré de Ruberios, avec Louis comme empereur officiel et Roy comme représentant au Conseil des rois démons. Cependant, Roy fut finalement tuée par la place, forçant Luminus à assumer elle-même le titre de roi démon au sein de l'Octogramme, la nouvelle configuration du Conseil. L'ascension de Limul compliqua davantage les choses. La religion instaurée par Luminus, qui considérait les monstres comme des entités maléfiques, entra en conflit avec la vision égalitaire de Tempest, bien que Luminus, avec sa puissance écrasante, aurait pu réformer cette doctrine des fanatiques au sein de l'Église, comme les clergés des 7 jours orchestrèrent un coup d'État raté, révélant les tensions internes de son empire. Luminus Valentin, avec sa puissance et son charisme, intervint rapidement pour rétablir l'ordre dans son empire face à la tentative de coup d'État des fanatiques. Elle sauva notamment Hinata, surnommée Donut, par certains en raison de cette scène, j'imagine, en utilisant ses talents de guérison. Charmé par la culture vibrante de Tempest, où la nourriture, la musique et l'esprit d'innovation prospéraient, Luminus forgea une alliance solide avec Limul Tempest, unissant leur territoire par un lien d'amitié et de respect mutuel. Dans le light novel, la véritable étendue de la puissance de Luminus se révèle, faisant d'elle une entité quasi divine. Elle maîtrise un arsenal impressionnant. La magie de lumière, la magie de restauration, la magie spatiale, la magie de guérison et surtout la magie sacrée, une force si puissante qu'elle la propulse au rang de déesse. Cette magie tire sa force de la foi que lui portent ses fidèles. Et comme Luminus est vénéré par presque toutes les nations de l'Ouest, son pouvoir de désintégration sacrée est d'une efficacité terrifiante, capable d'annihiler ses ennemis en un instant. Avec une valeur d'existence de 5 millions, Luminus est déjà redoutable, mais ses 2 armes de classe divine amplifient encore sa puissance. Ces artefacts lui permettent de prendre une forme d'entité virtuelle, lui conférant la capacité de combattre même dans l'arrêt du temps de Dagruel, comme on le voit lors de leur combat. Elle peut également utiliser la bénédiction de la mort, une capacité cruelle qui tue sa cible pour la ressusciter immédiatement, un outil de torture psychologique ou, dans le cas de Shion, une stratégie astucieuse pour épuiser Dagruel au combat. Le 7e membre du Conseil des Rois Démons est Dino, un ange primordial déchu dont l'histoire est marquée par la tragédie et la rédemption. Autrefois, l'un des 7 anges primordiaux, Dino servait comme conseiller principal de Veldanava, le roi stellaire, et s'était distingué comme un épéiste d'exception. Chargé de surveiller l'humanité et de rapporter ses actions, il incarnait la loyauté absolue envers son maître. Mais la mort de Veldanava et de son épouse plongea Dino dans un désespoir profond, au point qu'il envisagea de détruire le monde entier dans un accès de chagrin. Parvenant à refréner cette impulsion destructrice, qu'il jugea futile, Dino scella volontairement une partie de ses pouvoirs, devenant un séraphin déchu. Malgré la perte de son titre et de son maître, il conserva son rôle d'observateur, suivant de loin Milim Nava, la fille de Veldanava. Incapable de l'accepter pleinement comme sa nouvelle maîtresse, il se contenta de veiller sur elle dans l'ombre, aidé par ses amis anges, Pico et Gracia, qui collectaient des informations sur le monde cardinal. Lors du combat légendaire entre Milim et Guy Crimson, Dino intervint discrètement pour empêcher Milim de détruire le monde, prouvant sa loyauté envers l'héritage de Veldanava. Lorsque le Conseil des Rois Démons fut créé, Dino rejoignit ses rangs, mais non sans une pointe d'opportunisme. Il s'installa dans le château de Guy et Velzar, profitant de leur hospitalité pour squatter confortablement. Plus récemment, il s'est établi à Tempest, où il profite de l'hospitalité de Limul, tout en effectuant des recherches occasionnelles. En réalité, Dino agit comme un espion pour Guy, observant les agissements de Limul. Cependant, il finit par s'attacher à la vie à Tempest, devenant un employé à part entière, jusqu'à l'arrivée de Michael. Ce dernier, doté du pouvoir de soumettre quiconque, possède une compétence ultime de classe angélique, asservie Dino, qui porte la compétence ultime Belphégor, le roi de la paresse. Cette compétence lui confère une accélération de la pensée et la capacité d'hypnotiser ses adversaires jusqu'à la mort, comme il le fit sans effort contre Beretta. Mais lorsque Zégion, le 2e subordonné le plus puissant de Limul, le confronte, Dino échappe de justesse à la défaite, fuyant avec des blessures graves
Sous le contrôle de Michael, Dino trahit Limul et rejoint l'ennemi, libérant son plein potentiel avec une valeur d'existence de 6-8 millions. Cependant, sa véritable puissance reste un mystère, car il n'a jamais combattu à plein régime, surtout depuis que Belphégor a évolué en Astaroth, une compétence encore plus redoutable. Le 8e membre du conseil est Cagalli, autrefois connu sous le nom de Kazalim, la Cursed Lord, une figure tragique dont l'histoire est empreinte de souffrance et de résilience. Il y a 2000 ans, Cagalli était la princesse d'un royaume elfique prospère, connu plus tard comme les ruines de Soma dans l'époque de Limul. Enfant, elle endura des épreuves terribles sous l'emprise de son père, possédé par Jail, un serviteur de Twilight Valentine et l'un des premiers ancêtres des hauts humains. Devenu cruel, son père expérimenta sur Cagalli, la tuant avant de la ressusciter en tant que Deathman, un être mort-vivant. Dans une tentative désespérée de sauver son père de sa corruption, Cagalli fut transformé en homme par une malédiction, adoptant le nom de Kazalim. Mais les choses empirèrent. Son père, par ses actions insensées, provoqua la colère de Milim Nava en envahissant son foyer et en causant la mort de son frère Gaïa. Ce sacrilège entraîna la destruction quasi totale du royaume, ne laissant que quelques hauts elfes survivants, dont Kazalim. Déterminé à reconstruire sa nation perdue, Kazalim fonda la cité d'Amalita, capitale de la nation des marionnettes de Gistave, en s'appuyant sur les connaissances et technologies préservées de son ancien royaume. Elle utilisa également le sort de résurrection des corps, donnant vie à 3 Deathmen, Clayman, Footman et Ter. Cependant, son règne prit fin il y a 300 ans lorsque Léon Cromwell se proclama roi démon. Kazalim tenta de l'éliminer, non par hostilité, mais dans une manœuvre stratégique pour renforcer son influence au sein du Conseil des rois démons. Elle avait déjà recruté Carion et Frey, et espérait intégrer Léon de la même manière, mais Léon, motivé par son désir de retrouver son crush, une figure clé de son passé, refusa de se soumettre. Dans un combat acharné, il écrasa Kazalim, la réduisant à l'état d'esprit errant, son corps et sa conscience s'effritant peu à peu. 12 ans avant la réincarnation de Limul, Kazalim rencontra Yuki Kagurazaka, partageant son corps avec lui. Plus tard, elle acquit un nouveau corps, celui d'une elfe féminine, marquant sa résurrection. En termes de puissance, Kazalim est impressionnante, rivalisant autrefois avec Roy Valentin. Dans l'arc actuel, sa valeur d'existence dépasse largement celui de roi, atteignant la classe des millions, faisant d'elle une force redoutable au sein de l'octogramme. Cagalli, en tant que Kazalim, est une figure dont la puissance repose autant sur sa ruse que sur ses capacités surnaturelles. Ces 2 compétences de magie mentale, domination démoniaque et malédiction de verrouillage, sont des outils terrifiants qui lui permettent de soumettre totalement l'esprit de ses victimes, les transformant en serviteurs dociles. Comme Clayman, elle excelle dans la nécromancie, capable de ressusciter des cadavres pour en faire des Deathmen, des guerriers morts-vivants obéissant à ses ordres. Mais c'est sa compétence de création de golems qui se distingue particulièrement. Cagalli peut invoquer une armée entière de golems, des constructs d'une puissance telle qu'il pourrait vaincre une graine de roi démon, surpassant ainsi, en théorie, un tiers des rois démons de cette liste. Cette capacité atteint son apogée lors de la Grande Guerre des Teinma, où elle crée une armée pour Feldway et ses alliés angéliques, démontrant l'étendue de son pouvoir stratégique. Son enchantement Ultima Gastia, le livre de la prophétie, est une évolution de sa compétence unique planificateur qui lui permet de planifier avec une précision redoutable pour garantir des résultats toujours avantageux. Plus impressionnant encore, Agastia lui confère la capacité de prédire l'avenir, un atout qui explique l'organisation méticuleuse de l'Alliance des clones modérés dirigée par Yuki Kagurazaka. Ce duo, avec pour objectif ultime la domination mondiale, manipule les événements à l'échelle globale, plaçant ses pions dans chaque recoin du monde. Le 9e membre du Conseil des rois démons est Carion, le roi des bêtes, une figure dont l'ascension est intimement liée à la dernière grande guerre des Teinma, il y a 500 ans. Lors de ce conflit, où les anges ravagèrent le monde cardinal, Carion s'éleva au-dessus de ses semblables, les bêtes, pour devenir un roi démon sous la recommandation de Kazalim et Milim Nava. Bien que son passé reste peu détaillé, Carion est connu pour sa relation ambiguë avec Frey, la reine du ciel, un lien qui oscille entre complicité et
et tension. Initialement en désaccord avec Tempest, Carrion finit par tisser une amitié sincère avec Limul, marquée par un respect mutuel. Lors du Valpurgi, il orchestra une ruse magistrale en feignant sa mort aux mains de Milim, trompant Clayman et ses alliés, pour réapparaître sous un déguisement. Cependant, après avoir observé les combats titanesques entre Limul, Milim et Veldora, Carrion réalisa que son aura de roi démon était insuffisante, avec une valeur d'existence inférieure à 1 million à l'époque. Tout changea lorsqu'il devint un subordonné de Milim et absorba les âmes des membres détruits de l'escouade chimère de l'Empire de l'Est. Ce processus déclencha son éveil de roi démon, propulsant sa valeur d'existence à 7 millions à la fin du volume 15. Avant cette transformation, Carrion avait subi une défaite humiliante face à Gobuta et Ranga lors des finales du Festival de Tempest, révélant ses limites. Mais une fois éveillé, il devint une force redoutable, capable de rivaliser avec Benimaru, l'un des lieutenants les plus puissants de Limul. Sans la compétence ultime de Benimaru, Carrion, dans sa forme de bête royale, l'aurait surpassé grâce à ses techniques des arts mystiques, notamment rugissement de bête et rugissement d'éclat. Ses capacités lui permettent de transformer son corps en lumière pure, projetant une décharge d'énergie sous forme de canon à particules chargées, une attaque d'une puissance dévastatrice. À la 10e place, nous trouvons Frey, la reine du ciel, une ancienne roi démon, dont l'histoire est aussi tragique qu'inspirante. Née Harpie, une race divine issue de la lignée angélique, Frey tua sa propre mère pour s'emparer du titre de reine des Harpies, un acte qui marqua le début de son ascension. Nommé roi démon en même temps que Carrion, il y a 500 ans, Frey se distingua par son ambition insatiable, cherchant à combler l'écart de puissance avec les autres membres du Conseil. Ses exploits lui valurent une renommée mondiale, et elle fonda le royaume de Fulbrosia, une nation dominant les Harpies et autres créatures ailées. Cependant, après avoir été témoin du Valpurgi, Frey réalisa qu'elle ne pouvait rivaliser avec les autres rois démons. Consciente de ses limites, elle choisit de se retirer du Conseil pour devenir une subordonnée de Milim, assumant le rôle de secrétaire et de nounou officieuse, veillant sur la dragonoïde avec une loyauté indéfectible. Lors des événements du volume 15, Frey connut elle aussi un éveil de roi démon aux côtés de Carrion, augmentant sa valeur d'existence à 9 millions. Cette transformation renforça sa magie spatiale, lui permettant de bloquer ou de dévier les attaques magiques. Sa compétence réflexion d'écho lui permet de renvoyer les assauts de ses ennemis contre eux-mêmes, une défense redoutable. Équipé des griffes de Garuda, une arme de classe divine, Frey devint immunisé aux attaques de ses semblables, notamment sa sœur Nazim, qu'elle vainquit enfin. Actuellement, elle fait partie des 4 grands de Milim, aux côtés de Carrion. Et sa puissance rivalise, voire surpasse, celle des 3 sœurs primordiales avant qu'elles ne reçoivent leur nom. Cette ascension fulgurante illustre la détermination de Frey à transcender ses origines. Enfin, à la 10e place, nous avons Clayman, le bouffon autoproclamé du Conseil, un roi démon dont l'ambition dépassait largement ses capacités. Créé par Kazalim en tant que Deathman, Clayman faisait partie de l'alliance des clowns modérés surnommés Crazy Pierrot. Malgré son statut de simple graine de roi démon, il fut intégré aux 10 grands rois démons il y a 300 ans, une manœuvre orchestrée par Kazalim pour accroître son influence au Conseil. Après la mort de sa maîtresse aux mains de Léon Cromwell, Clayman prit le contrôle de la capitale marionnette Gistav et des forces restantes de Kazalim. Déterminé à devenir un véritable roi démon, il élabora un plan machiavélique pour déclencher une guerre interespèces dans la grande forêt de Jura. Il commença par corrompre les orques, puis orchestra un conflit entre Tempest et Farmus, en collaboration avec l'église sacrée de l'Ouest et sous les ordres de Yuki Kagurazaka. Mais Clayman sous-estima gravement Limul, le protagoniste. Dès qu'il tenta de s'emparer des âmes de Tempest, son plan s'effondra et il fut écrasé sans ménagement. Malgré sa faiblesse physique par rapport aux autres clones, Clayman compensait par une intelligence tactique exceptionnelle, faisant de lui un manipulateur redoutable, mais insuffisant face à Limul. Si Limul Tempest n'avait pas été un facteur imprévisible dans les plans de Clayman, ce dernier aurait probablement réussi à absorber les 10 000 âmes nécessaires à son ascension en tant que véritable roi démon. Malgré son statut de bouffon autoproclamé, Clayman n'était pas dénué de ressources.
Sa compétence principale, assaut marionnette, est une capacité redoutable qui lui permet de projeter des rayons d'énergie démoniaque marionnettistes, enserrant ses adversaires dans des liens invisibles qui les immobilisent complètement. Lors du Valpurgie, cette compétence a failli coûter cher à Shion, qui n'aurait eu aucune chance sans sa capacité à plier la réalité elle-même. Avec une valeur d'existence de 400 000, boostée à 700 000 après son éveil partiel, Clayman restait néanmoins largement inférieur aux autres rois démons. Cependant, il mérite une certaine indulgence. Il fut plus tard révélé qu'il était manipulé par Kondo, un agent de l'Empire de l'Est, ce qui explique ses décisions impulsives et précipitées qui conduisirent à sa chute lors du Valpurgie. À la 12e place, Léon Cromwell se distingue comme une figure qui a secoué le monde par son parcours exceptionnel. Autrefois, héros, comme Hinata et Shizu, Léon est un autre mondien invoqué il y a 300 ans en compagnie de Chloé. Alors que Chloé fut immédiatement projetée dans le futur, Léon, désespéré de la retrouver, conclut un pacte avec l'élément de lumière, devenant un héros élu. Déterminé à suivre sa propre voie, il choisit de devenir un roi démon, marquant son ascension en éliminant Kazalim et en prenant sa place au Conseil des rois démons. Dans sa quête pour retrouver Chloé, Léon invoqua Shizu et permit à l'esprit Ifrit de la posséder, à la fois pour sauver sa vie et pour en faire un réceptacle spirituel. Ce choix, cependant, transforma Shizu en monstre et la conduisit à tuer son seul ami, brisant son cœur. Léon, incapable de gérer les conséquences, confia Shizu à la héroïne masquée, qui était en réalité Hinata de la boucle temporelle, résidant dans le corps de Chloé. Après son accession au rang de roi démon, Léon établit sa base à Eldorado, une nation qu'il dirige avec une efficacité impressionnante, au point que même Limul loue sa propreté et son organisation. Cependant, son territoire fut longtemps perturbé par la primordiale jaune, qui émergeait régulièrement du portail infernal pour semer le chaos avec sa magie nucléaire. Bien que Léon n'ait jamais vaincu Jaune, lui et ses subordonnés ont livré des batailles incessantes contre elle et sa famille. En termes de puissance, Léon maîtrise la compétence ultime Surya, le roi de la brillance, une version améliorée de Métatron, qui purifie l'énergie. Avec Surya, Léon contrôle totalement les spiritrons, éliminant tout risque de dommages collatéraux. Il dispose également d'un arsenal varié, incluant la magie élémentaire, la magie d'invocation et la magie sacrée, avec notamment la technique effondrement sacré. Cette compétence crée un cercle magique tridimensionnel autour de Léon et de sa cible, où des rayons lumineux émanant de ses 36 paires d'ailes se réfléchissent sur les parois, remplissant l'espace d'une énergie annihilatrice. Cette attaque, d'une puissance 1000 fois supérieure à la désintégration qui avait autrefois tué Limul avant son ascension, garantit une destruction totale. Avec une valeur d'existence de 4 millions, Léon est l'un des personnages les plus puissants de la série. Mais une figure surpasse même Léon, Limul Tempest, le 13e membre du Conseil des rois démons, désormais connu sous le nom d'Octogramme. La réputation de Limul comme entité cheatée n'est plus à faire. Après son éveil de roi démon dans la saison 2, sa puissance le place au même niveau que Léon, qu'il surpasse même dans la saison 4 en le corrigeant pour ses actions envers Shizu. Au passage, je suis en train d'adapter la saison 4 actuellement sur ma chaîne et j'ai déjà produit 9 épisodes. Pour vous la faire courte, je compte adapter tout jusqu'au dernier volume, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Après son combat contre Hinata, où il maîtrise les spiritrons, Limul bat également Luminus, bien qu'il reste inférieur à Dagruel en raison de l'arrêt du temps, et ne puisse rivaliser avec un dino éveillé ou Milim. À ce stade, sa valeur d'existence oscille entre 3 et 4 millions, mais ses nombreuses compétences cheatées rendent ce chiffre presque anecdotique. La véritable apogée de sa puissance survient après son éveil lors de la guerre contre l'Empire de l'Est dans le volume 15, où il atteint des sommets inégalés, consolidant son statut de force dominante dans l'univers de Tensura. Pour en savoir plus sur sa puissance, veuillez regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran.